Ma sœur a porté un toast à mon mariage en disant que j'avais été mise à la porte quand j'étais enfant pour avoir été mauvaise. Ensuite elle a dit que c'était juste une blague mais son patron l'a renvoyée juste après. Maintenant elle me supplie de mentir pour la sauver. Je m'appelle Piper Lawson et je pensais que le jour de mon mariage à Reno serait le plus beau jour de ma vie. La musique avait ralenti. Les lumières s'étaient adoucies et chaque visage dans la foule semblait chaleureux et bienveillant. Je me souviens avoir pensé que peut-être ma famille avait enfin appris à m'aimer. Puis ma sœur a pris le microphone. Elle a souri comme si la salle lui appartenait. Pendant une seconde j'ai cru qu'elle dirait quelque chose de doux ou quelque chose sur le fait de grandir ensemble ou sur sa fierté pour moi. Au lieu de cela elle a ri et a dit « Vous savez que Piper a été mise à la porte de la maison une fois pour avoir été trop têtue pour écouter. » Un murmure de rire gêné a traversé la salle. Les verres ont tinté. Les fourchettes se sont figées en l'air. Ma poitrine s'est serrée. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi pour voir si j'allais rire aussi. Colton a cherché ma main sous la table pendant que son pouce traçait de petits cercles sur ma paume. Puis elle a ajouté « Détendez-vous tout le monde. C'est juste une blague. » Personne n'a ri. Le groupe n'a pas recommencé à jouer. Pendant quelques longues secondes même l'air semblait retenir son souffle. J'ai forcé un sourire en faisant semblant que cela ne faisait pas mal. Je faisais semblant de ne pas avoir été mise à nu devant tous ceux que j'aimais. Reniflement. Est-ce que quelqu'un a déjà transformé votre moment le plus heureux en votre honte la plus profonde? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir comment vous avez géré cela. Le matin après le mariage mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Au début je pensais que c'étaient les messages habituels de félicitations des invités qui revivaient encore la joie de la nuit dernière. Mais dès que j'ai déverrouillé mon écran je me suis figé. Des notifications inondaient chaque application que je possédais. Quelqu'un avait enregistré le discours de ma sœur et l'avait posté en ligne. En quelques heures la vidéo était devenue virale. La légende disait « Quand ta sœur transforme ton mariage en un spectacle de moquerie ». J'ai fixé l'écran pendant un long moment en espérant que ce soit une cruelle erreur. Ce n'était pas le cas. La vidéo avait plus de 100 000 vues avec des commentaires se multipliant à la minute. J'en ai cliqué un. Il disait « C'est hilarant ». Un autre disait « Elle l'a probablement mérité ». Certains ont même identifié leurs frères et sœurs en plaisantant qu'ils feraient la même chose. J'ai senti mon estomac se nouer. Chaque mot coupait plus profondément que le précédent. Ils se moquaient de moi. Des étrangers transformaient mon humiliation en leur divertissement matinal. Ma meilleure amie Nona m'a envoyé le premier message. « C'est ta sœur? Que s'est-il passé bon sang ?» J'ai fixé l'écran sans pouvoir répondre. Je ne savais même pas quoi dire. Comment pouvais-je expliquer que Sienna avait déjà fait cela auparavant? Pas devant des centaines de personnes mais de manière plus petite et plus silencieuse. C'était toujours dans sa nature d'attirer l'attention pour faire de moi la cible de ses blagues. Le téléphone a sonné à nouveau. Le nom de maman a clignoté sur l'écran. J'ai hésité avant de répondre. Sa voix était calme et beaucoup trop calme. « Ma chérie, ne laisse pas cela t'atteindre. Tu sais que Sienna ne voulait pas te blesser. Elle plaisantait. Les gens l'ont juste mal pris. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Maman, elle m'a humilié, ai-je dit doucement. Mais elle ne semblait pas entendre. « S'il te plaît Piper, n'en fais pas un problème familial. Cela va bientôt se tasser. » Papa a pris le téléphone ensuite. « Tu connais ta sœur, a-t-il dit en utilisant ce même ton patient qu'il utilisait toujours quand Sienna causait des problèmes. Elle est impulsive. Tu as toujours été plus sensible. Ne laisse pas quelques mots ruiner la paix. » La paix. Encore ce mot. Pour eux la paix signifiait faire semblant que rien ne s'était passé. Pour moi cela signifiait ravaler la douleur pour que personne d'autre n'ait à se sentir mal à l'aise. Vers midi un nouveau message est apparu. Il venait de Sienna. Les gens ne savent pas accepter une blague. Tu dois te détendre. Je l'ai regardé pendant une minute entière avant de verrouiller mon téléphone. C'était tout. Aucune excuse. Aucun remords. Pas même une trace de conscience de soi. Juste sa voix aussi insouciante que jamais. Je pensais autrefois qu'elle ne voulait pas me blesser et qu'elle ne savait juste pas faire mieux. Mais maintenant en lisant ces mots j'ai réalisé qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Colton est entré avec 2 tasses de café et ses cheveux étaient encore en bataille après le sommeil. «
As-tu élevé tôt, a-t-il dit doucement en posant une tasse à côté de moi. Reniflement, il a regardé mon visage et a froncé les sourcils. Elle t'a envoyé un message? J. Lui ai tendu le téléphone sans dire un mot. Ses yeux ont parcouru le message et sa mâchoire s'est contractée. Tu ne lui dois pas de réponse, a-t-il dit doucement. Laisse-la gérer le silence pour une fois. J'ai hoché la tête mais je n'arrivais pas à lâcher le téléphone. Le silence semblait trop lourd et trop définitif. Mes notifications continuaient de s'allumer avec des commentaires ou des mentions ou des messages privés de personnes que je connaissais à peine. Cette blague était féroce. Les sœurs peuvent être brutales. C'est de l'or pur. Il riait à nouveau. J'étais ramené à ce moment précis en train de me tenir devant tout le monde. J'essayais de ne pas pleurer tout en faisant semblant que cela ne faisait pas mal. Cette nuit-là je suis resté éveillé à fixer le plafond. La chambre était silencieuse à l'exception du doux bourdonnement du climatiseur. Je n'arrêtais pas de penser à son visage quand elle a pris le microphone. Je pensais à son air si fier d'elle-même et à la façon dont elle a ri quand personne d'autre ne l'a fait. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elle ressentait de la honte maintenant que le monde s'était joint à la moquerie. À 3:00 heure du matin, j'ai fait défiler les commentaires à nouveau presque comme si je voulais me punir. Chacun d'eux détruisait ce qui restait de ma dignité. Moment légendaire de demoiselle d'honneur. La réaction de cette mariée n'a pas de prix. Mes mains tremblaient. J'ai posé le téléphone et j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller. Le bras de Colton a glissé autour de moi. Il a murmuré à moitié endormi « Cela passera, Piper. Ne les laisse pas gagner. » Mais cela ne ressemblait pas à quelque chose qui pouvait simplement passer. Les rires pourraient s'estomper. Les commentaires pourraient s'arrêter. Mais l'écho de sa voix et ce ton cruel et confiant continuaient de résonner dans ma tête. Tout le monde avait ri de la blague. Mais la blague c'était moi. Et peu importe le nombre de jours qui passaient, la vérité n'allait nulle part. Le mercredi, le karma a finalement trouvé son chemin. La vidéo qui m'avait humilié a atteint le mauvais écran ou peut-être le bon. Randall Meyer, c'était le directeur régional de l'agence de relations publiques où travaillait ma sœur. Il a regardé la vidéo pendant son café du matin. Il était connu pour son calme. C'était un homme qui croyait que la réputation était tout, surtout dans les relations publiques. Quand il a vu Sienna rire de sa propre blague cruelle, son expression s'est apparemment durcie. Un jeune employé qu'il a entendu a plus tard raconté l'histoire à un ami. Son visage est devenu froid. Dans l'heure qui a suivi, un email interne a été envoyé. Il annonçait une réunion obligatoire du personnel à 14:00 heure à l'agence. Les murmures se sont propagés rapidement. Certains employés avaient déjà vu la vidéo mais n'avaient pas fait le lien entre la femme en robe de mariée et leurs collègues. Maintenant tout le monde savait. Sienna s'était toujours targuée d'être posée et éloquente. Elle est arrivée à la réunion pâle mais provocante. Elle tenait son téléphone d'une main et faisait semblant de le faire défiler pour paraître imperturbable. Randall est entré dans la pièce avec une copie imprimée du code de conduite de l'entreprise. Il n'a pas élevé la voix. Quand vous représentez ce cabinet, a-t-il dit d'un ton égal, vous représentez le respect et l'intégrité et l'empathie. Ce que j'ai vu en ligne n'était rien de tout cela. Sienna a levé le menton. C'était juste une blague, monsieur. Entre sœurs. Cela a été sorti de son contexte. Sa voix a légèrement tremblé et a trahi sa nervosité. Randall l'a regardé en silence pendant un moment. Puis il a dit, l'humour sans respect n'est pas de l'humour, Sienna. C'est de la cruauté déguisée en charme. La pièce est devenue silencieuse. Elle a rouvert la bouche mais aucun son n'est sorti. Randall a continué, nous travaillons dans les relations publiques. Chaque mot que nous disons et chaque image que nous publions reflète qui nous sommes. Si nous ne pouvons pas traiter nos propres familles avec décence, comment les clients peuvent-ils nous confier leur image publique? À la fin de la réunion, on a demandé à Sienna de sortir. Les ressources humaines se sont jointes à eux. Dans l'heure qui a suivi, elle a été officiellement licenciée. Pas de scène ni de dispute. Juste une résignation silencieuse alors qu'elle rassemblait ses affaires en ignorant les regards de ses collègues. Quelqu'un a dit plus tard qu'elle avait l'air de vouloir pleurer bien qu'elle ait gardé le menton haut tout le temps. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Nona. Sa voix portait ce mélange d'incrédulité et de pitié. Piper, as-tu entendu dire que Sienna a été renvoyée? Mon cousin travaille avec un de ses collègues. Je n'ai pas parlé pendant un moment.
Mon esprit était vide comme s'il ne pouvait pas traiter les mots. Tu es sérieuse, ai-je finalement demandé. Oui, a dit Nona. Apparemment son patron a dit qu'elle avait franchi une ligne. Il a dit quelque chose sur le fait qu'un responsable des relations publiques ne devrait jamais se moquer de sa famille en ligne. J'ai raccroché et je me suis assise en silence pendant un long moment. Je regardais par la fenêtre la rue en contrebas. Colton est entré avec un panier de linge et a remarqué mon expression. Que s'est-il passé, a-t-il demandé doucement. J'ai hésité. Elle a perdu son emploi. Ses sourcils se sont légèrement levés. À cause de la vidéo? J'ai hoché la tête. Randall l'a vu. Il l'a renvoyé cet après-midi. Colton a posé le panier. Son ton était prudent. Comment te sens-tu par rapport à cela? Cela je ne le savais pas. Il n'y avait aucune satisfaction, du moins pas de la manière dont je l'avais imaginé. Je pensais que je me sentirais vengée ou peut-être même heureuse que le karma ait fait son œuvre. Mais ce que je ressentais à la place, c'était une douleur silencieuse et un mélange de tristesse et de soulagement. Sienna avait provoqué cela elle-même. Pourtant une part de moi pleurait ce que nous avions perdu bien avant cela. Un lien qui aurait dû être incassable s'était transformé en quelque chose de tranchant et de distant. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois c'était un message de ma mère. Ta sœur est dévastée. Elle a besoin de ton soutien en ce moment. J'ai lu les mots 2 fois. Il n'y avait aucune mention de la façon dont j'avais été dévasté. Aucune reconnaissance de ce qu'elle m'avait fait. Seulement un autre rappel qu'on attendait de moi, que je sois la personne la plus mature. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table. Pour la première fois depuis des jours, l'air dans l'appartement semblait plus léger. Ce n'était pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que l'équilibre s'était enfin déplacé. Le monde avait vu ce que j'avais toujours su. Les mots ont des conséquences même quand ils sont prononcés avec un sourire. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, je me suis demandé si Sienna fixait son propre plafond en repassant tout dans sa tête comme je l'avais fait autrefois. Peut-être réalisait-elle que les blagues peuvent résonner plus longtemps que prévu. Ou peut-être me blâmait-elle encore en se disant que je ne savais pas accepter une blague. Quoi qu'il en soit, le karma avait parlé plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Le vendredi soir, son nom n'arrêtait pas de clignoter sur mon téléphone encore et encore. J'avais ignoré les premiers appels en pensant qu'elle finirait par s'arrêter. Mais Sienna ne l'a pas fait. Il était 22:00 quand j'ai finalement répondu, plus par épuisement que par curiosité. Sa voix est sortie du haut-parleur étouffée par les larmes. Piper, s'il te plaît. J'ai besoin que tu parles à Randall. Dis-lui que ce n'était pas sérieux. Dis que tu m'as demandé de faire ce discours. Le désespoir dans son ton était vif. C'était la même voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose étant enfant. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis elle a ajouté: et tu sais à quel point j'ai travaillé dur pour ce poste. S'il te plaît, aide-moi juste à réparer ça. J'ai pris une lente inspiration avant de répondre. Tu as fait ton choix, Sienna. Tu pensais que c'était drôle. Tu ne te souciais pas de ce que cela me faisait ressentir. L'autre bout est devenu silencieux à l'exception d'un reniflement discret. Alors c'est ça, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu vas vraiment me laisser tout perdre? Je n'ai pas répondu. Reniflement, il y avait 100 choses que j'aurais pu dire. Mais aucune d'elles n'aurait changé la vérité. J'ai simplement raccroché. Le silence après cela m'a semblé plus lourd que sa voix. Pendant quelques minutes, je suis juste resté assis sur le canapé avec le téléphone toujours dans la main et le cœur battant à tout rompre. Puis l'écran s'est rallumé. Maman. J'ai laissé sonner, mais elle a rappelé immédiatement. Cette fois j'ai répondu. Son ton n'était pas doux. Piper, ta sœur est dévastée. Tu dois arrêter d'être si têtu et parler à son patron. Fais-le pour la famille. J'ai fermé les yeux. Maman, je ne vais pas mentir pour elle. Elle a fait ça toute seule. Il y a eu une forte expiration à l'autre bout, suivie de ce tremblement de colère familier. Tu as toujours été froide avec elle. Depuis que tu es petite, tu n'as jamais su laisser passer les choses. Je te demande pour une fois de pardonner. J'avais envie de rire au mot pardonner. Cela semblait si facile pour des gens qui n'avaient jamais eu à vivre avec les conséquences. La voix de papa s'est fait entendre ensuite. Elle était plus calme mais toujours pleine d'une déception silencieuse. Piper, tu as fait passer ton message. C'est ta sœur.
On ne frappe pas la famille quand elle est à terre. Sois la personne la plus mature. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il parlait. Je regardais les lumières de la ville clignoter à l'horizon. J'ai été la personne la plus mature toute ma vie, ai-je dit doucement. Et cela n'a jamais été suffisant. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel. Le téléphone a continué de sonner pendant un moment. Je n'ai pas décroché à nouveau. Au lieu de cela, je suis sorti sur le petit balcon. L'air était frais et sentait légèrement la pluie. En bas, les lampadaires commençaient à s'éteindre un par un en laissant la ville enveloppée d'ombres silencieuses. Je me suis assise sur la chaise en bois que Colton avait construite pour moi l'été dernier et j'ai enfin laissé mes épaules se détendre. Un instant plus tard, je l'ai senti derrière moi. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a juste posé une légère couverture sur mes épaules et s'est assis à côté de moi. Après une longue pause, il a dit doucement « La paix n'est pas égoïste, Piper ». Ces mots se sont posés dans l'air comme une vérité que j'avais évitée. J'ai appuyé ma tête contre son épaule en regardant la dernière lumière vaciller de l'autre côté de la rue. Pendant des années, j'avais cru que la paix familiale signifiait le silence. Je croyais que le pardon signifiait l'oubli et que l'amour exigeait de l'endurance peu importe la douleur. Mais à ce moment-là, assise sous la lueur déclinante de la ville, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait jamais d'une seule blague ou d'un discours cruel. Il s'agissait d'une vie d'excuses et du fait qu'on m'avait toujours dit d'absorber la douleur et de sourire. De toute façon, le téléphone a vibré une fois de plus à l'intérieur de l'appartement contre le comptoir de la cuisine. Mais je n'ai pas bougé. La nuit était enfin calme. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas coupable de choisir le silence plutôt que le chaos. Quand j'avais 10 ans, ils m'ont envoyé au loin. Ils disaient que j'avais besoin de discipline. Je me souviens très bien du trajet jusqu'au Nevada. La route sans fin s'étirait entre nous et ce que j'appelais autrefois la maison. Maman disait que c'était juste pour l'été. Elle disait que c'était une chance pour moi d'apprendre les bonnes manières et de leur donner une pause. Je l'ai cru en serrant mon petit sac à dos sur la banquette arrière. Mais quand l'automne est arrivé, ils ne sont pas venus me chercher. Ils ont envoyé un chèque à la place. Ma tante Marjorie Bennett vivait à la périphérie d'une petite ville du désert près de Carson City. Elle ne ressemblait en rien à mes parents. Là où ils étaient polis et impatients, elle était douce et réfléchie. Elle traversait ses journées avec un rythme tranquille. Elle nourrissait les poules à l'aube et étendait le linge sous le ciel ouvert et fredonnait pendant qu'elle cuisinait. Sa maison sentait toujours la cannelle et le savon. La première nuit où je suis resté là, elle a préparé un ragoût de poulet et une tarte aux pommes. Quand j'ai demandé où je devais dormir, elle a pointé un lit fait avec soin et des draps jaunes. « Juste ici, ma chérie », a-t-elle dit. « Tu es chez toi pour aussi longtemps que tu en as besoin. » Pendant des semaines, je m'attendais à ce que mes parents appellent, mais le téléphone n'a jamais sonné. Au lieu de cela, je recevais des lettres une fois par mois rédigées plus comme des rapports d'étape que comme de l'affection. « Ton père et moi espérons que tu es sage pour tante Marjorie. » Il n'y avait aucune chaleur. Aucun « tu nous manques ». Je ne le savais pas alors, mais il ne m'avait pas envoyé au loin parce que j'avais besoin de discipline. Il m'avait envoyé au loin parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués d'une fille qui n'était pas aussi charmante que Sienna. Une fille qui posait trop de questions et qui ne semblait jamais facile à aimer. Marjorie a vu clair dans leur jeu. Elle n'a jamais dit un mot de mal à leur sujet. Mais parfois, quand elle pensait que je ne regardais pas, je surprenais la tristesse dans ses yeux. Elle s'inquiétait pour moi d'une manière calme et patiente. Elle m'a appris des choses que personne n'avait faites auparavant. Elle m'a appris comment faire cuire du pain et comment raccommoder une chemise déchirée et comment écouter le silence sans le craindre. Elle me tendait un livre le soir et s'asseyait de l'autre côté de la table avec son thé pendant que je lisais à haute voix. Les mots t'emmèneront n'importe où, Piper, me disait-elle. Même dans des endroits qui oublient de te désirer. Un après-midi, je suis rentré en pleurant parce que des enfants du coin s'étaient moqués de moi. Ils m'appelaient la fille dont personne ne voulait. Marjorie s'est agenouillée à côté de moi et a essuyé mes larmes avec son tablier. Les gens qui se moquent des autres portent un vide, a-t-elle dit doucement. Tu n'as pas à le porter avec eux. Ces mots m'ont enveloppé comme une couverture. Pour la première fois, j'ai compris que l'attention n'avait pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Les vacances étaient les plus dures. Le matin de Noël, je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais le camion de courrier ramper sur la route poussiéreuse. Il y avait toujours une carte de mes parents adressée proprement avec l'écriture de ma mère. À l'intérieur d'une enveloppe simple, il y avait un billet neuf de 20 €.
Pas d'appel téléphonique ni de lettres ni d'amour. Je faisais semblant que cela ne me dérangeait pas. Mais tante Marjorie le savait toujours. Ce soir-là, elle mettait un autre couvert à la table. Elle allumait une bougie et disait « Toi et moi nous formons notre propre famille ce soir ». Cette phrase est restée avec moi longtemps après avoir quitté le Nevada. Même maintenant des années plus tard quand je pense à cette cuisine poussiéreuse et à sa voix chaleureuse, cela résonne comme une promesse. Tu formeras ta propre famille un jour. Je ne le comprenais pas alors, mais elle m'enseignait quelque chose de puissant. Elle m'enseignait que la famille n'est pas faite de sang ou d'obligations. Elle est faite de gentillesse et de personnes qui te choisissent même quand les autres ne le font pas. Quand elle est décédée pendant mes années d'université, je suis retourné dans cette petite maison du désert. Les draps jaunes étaient toujours pliés soigneusement dans le placard. La cuisine sentait légèrement la cannelle. Sa tasse de thé préférée était posée près de la fenêtre comme si elle attendait. Je suis resté assise là pendant un long moment. Je me sentais à la fois orpheline et ancrée. Elle m'avait donné ce que mes parents ne m'avaient jamais donné. Le sentiment que j'étais suffisante. Même quand je n'étais pas parfaite. Maintenant en tant qu'adulte, chaque fois que je me défends, je repense à elle. Chaque fois que je refuse de me taire pour préserver la paix, j'entends à nouveau sa voix. Non pas comme un murmure du passé, mais comme un rappel. L'amour véritable ne vous fait pas honte et ne vous réduit pas au silence. Il reste même quand tous les autres partent. 2 semaines plus tard, maman a appelé et a dit que nous devrions dîner à Reno. Sa voix semblait trop joyeuse. C'était le genre de ton qu'elle utilisait quand elle faisait semblant que tout allait bien. Colton m'a regardé alors que je raccrochais et a levé légèrement les sourcils. « Tu penses que c'est une offre de paix ?» a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Je suppose que nous le découvrirons. Nous avons roulé vers la ville au coucher du soleil. Le ciel était peint d'or chaud et de lavande. Je voulais croire que ce serait un pas vers la guérison. Mais au fond de moi, un poids familier pesait sur ma poitrine. Le restaurant était l'un de ces endroits que mes parents adoraient. Il y avait des nappes blanches et des verres en cristal et des serveurs qui parlaient doucement. Quand nous sommes arrivés, ils étaient déjà là. Maman a fait signe avec empressement. Ses perles brillaient sous la lumière. Papa s'est levé en serrant la main de Colton. Sienna était assise à côté d'eux avec les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle a réussi à esquisser un faible sourire quand elle m'a vu. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle était peut-être prête à assumer ses responsabilités. Les premières minutes ont été presque normales. Le serveur a apporté du vin et maman a fait la conversation. Elle a parlé du temps et de la nouvelle maison que Colton et moi avions achetée. Elle a même parlé de la couleur des rideaux. Cela semblait répété comme un scénario que tout le monde connaissait mais auquel personne ne croyait. Puis au moment où les entrées sont arrivées, maman s'est penchée en avant en baissant le ton. « Piper, ta sœur traverse une période terrible. Tu sais qu'elle ne voulait pas te blesser. » Je l'ai regardée mais je n'ai rien dit. Sienna a essuyé ses yeux et a murmuré « J'ai tout perdu, Piper. Mon travail et ma réputation. Je ne peux même pas entrer dans un supermarché sans que les gens chuchotent. » Elle a fait une pause en essayant de capter mon regard. « Si tu pouvais juste parler à Randall. Dis-lui que je faisais une dépression ou quelque chose comme ça. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » J'ai posé ma fourchette. « Tu me demandes de mentir. » Elle a secoué la tête rapidement. « Non, juste de m'aider à réparer ce qui a été déformé. » Maman a hoché la tête en signe d'accord. « Ma chérie, parfois nous disons tous des choses que nous regrettons. La famille n'est-elle pas une question de pardon ? » Pendant un instant, j'ai presque cédé. De vieux instincts ont refait surface. J'ai ressenti le besoin d'arrondir les angles pour garder la paix à mes propres dépens. Mais ensuite j'ai regardé Sienna et quelque chose en moi s'est durci. J'ai pensé à la fille de 10 ans qu'ils avaient renvoyée. J'ai pensé aux anniversaires passés sans un appel. J'ai pensé à tante Marjorie allumant une bougie à une table vide pour que je ne me sente pas oublié. J'ai posé ma serviette avec soin et je les ai regardés un par un. Vous voulez parler de pardon ? Commençons par la mémoire. Ma voix est restée calme mais les mots sont sortis lourds. Quand j'avais 10 ans, vous m'avez dit que j'avais besoin de discipline. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'amour. Vous m'avez envoyé au loin parce que c'était plus facile que d'élever une fille qui ne correspondait pas à votre image. Vous n'avez pas appelé et vous n'avez pas rendu visite. Vous avez juste envoyé de l'argent par la poste et vous avez appelé ça de l'attention.
La table est devenue silencieuse. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes mais aucun son n'est sorti. Le visage de Sienna s'est décomposé. Ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. Tu ne comprends pas ce que c'était pour moi. J'ai croisé son regard. Tu as ri de ma douleur, Sienna. Tu t'es tenue à mon mariage et tu as fait de mon enfance une blague. Maintenant tu veux que je te sauve des conséquences de cela. Elle a couvert son visage avec ses mains tremblantes. Je voulais juste faire rire les gens, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je n'ai pas tressailli. Tu as mis tout le monde mal à l'aise. Tu m'as fait me sentir comme si j'avais 10 ans à nouveau. Petite et honteuse et invisible. Papa a finalement parlé d'une voix rauque. Piper, nous sommes venus ici pour aller de l'avant et non pour déterrer le passé. Je me suis tourné vers lui. Le passé ne s'est jamais enterré lui-même, papa. Tu as juste arrêté de le regarder. Le serveur est apparu discrètement. Il n'était pas sûr de devoir remplir nos verres. Colton a secoué la tête pour lui faire signe de s'éloigner. Il a pris l'addition avant que mon père ne le puisse et a posé sa carte sur le plateau. Puis il s'est levé en tirant ma chaise. Nous avons terminé ici, a-t-il dit doucement. Je me suis levé en lissant ma robe. Mon pouls était régulier pour la première fois de la soirée. Alors que nous nous éloignions, j'ai jeté un coup d'œil à la table. Les assiettes étaient intactes et la nourriture refroidissait déjà. La conversation était figée en l'air. Maman fixait sa serviette pliée près du verre de vin. Les épaules de Sienna tremblaient silencieusement. Reniflement dehors, l'air de la nuit m'a frappé comme une libération silencieuse. Colton a glissé sa main dans la mienne. Nous n'avons pas dit un mot en marchant vers la voiture. Derrière nous, à travers les vitres, la famille à laquelle j'appartenais autrefois était assise dans un silence qu'elle avait elle-même construit. À la fin de ce mois-là, les appels ont complètement cessé. Il n'y a eu aucun email ni aucun message texte. Il n'y a eu aucun message vocal accidentel laissé au milieu de la nuit. Le silence est arrivé comme un invité qui avait l'intention de rester. Reniflement pendant les premiers jours, j'ai continué à vérifier mon téléphone par habitude. J'attendais à moitié des excuses et je craignais à moitié une autre supplication. Mais l'écran restait noir. Même le petit voyant bleu de notification qui clignotait autrefois sans relâche semblait avoir abandonné. Une ancienne collègue de Sienna m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux un matin. Elle disait qu'elle avait entendu dire que ma sœur était retournée vivre chez nos parents. Elle sort à peine de la maison et disait le message. Ta mère lui apporte ses courses. Les gens en ville parlent mais pas à elle. J'ai fixé le message pendant un moment avant de fermer l'application. Il n'y avait aucune satisfaction mais seulement une douleur silencieuse que je ne pouvais pas nommer. J'ai imaginé la maison dans laquelle j'ai grandi. Je pensais à ses angles vifs et à l'horloge qui faisait tic-tac dans le couloir et à l'odeur de désinfectant au lieu de celle d'un foyer. Je pouvais l'imaginer là-bas se retirant derrière des rideaux tirés. Elle était entourée par le même silence que j'avais autrefois trop bien connu. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email de Monsieur Randall. Il était court et formel et étrangement gentil. Il écrivait qu'après un examen attentif, l'entreprise avait confirmé la décision concernant le licenciement de Sienna. Il n'y aura pas de retour en arrière, a-t-il écrit. Mais j'espère qu'elle trouvera de la perspective et de la paix. J'ai lu la phrase 2 fois. La perspective et la paix. 2 mots qui pouvaient construire ou briser une personne. Puis un après-midi, une lettre est arrivée. L'adresse était écrite avec l'écriture de ma mère. Colton l'a trouvée dans la boîte aux lettres et l'a posée sur le comptoir de la cuisine sans dire un mot. L'enveloppe était fine. L'écriture était serrée et inclinée comme si le stylo avait été pressé trop fort. Je l'ai ouverte avec précaution. Il n'y avait que quelques lignes. Tu as rendu cette famille honteuse. Quelle que soit la satisfaction que tu ressens maintenant, elle ne durera pas. Le sang n'est pas quelque chose que tu peux effacer. Pas d'amour, maman. Pas de signature de papa. J'ai plié la lettre et je l'ai remise dans l'enveloppe. Cela n'a pas fait mal comme cela aurait pu le faire des années auparavant. Cela semblait juste définitif. Cette nuit-là, alors que Colton et moi étions assis sur le canapé, il m'a regardé doucement. Tu ne vas vraiment pas répondre. J'ai secoué la tête. Il n'y a plus rien à dire. J'ai passé la majeure partie de ma vie à m'expliquer à des gens qui n'écoutaient jamais vraiment. Je pense que j'en ai enfin fini. Il a hoché la tête avec une expression douce puis a pris ma main. Tu as enfin l'air libre.
Les mots ont atterri doucement comme une vérité que j'avais attendue trop longtemps pour entendre. Nous prévoyions de déménager depuis des mois. Mais après cette nuit-là j'ai cessé d'hésiter. En 3 semaines nous avons emballé l'appartement et vendu les vieux meubles et conduit vers le nord jusqu'à Portland. Ce n'était pas une fuite. C'était un commencement. La ville sentait la pluie et le pain. L'air était plus frais. Les rues étaient bordées de librairies et de cafés qui semblaient vivants d'une manière que ma ville natale ne l'avait jamais été. Lors de notre premier matin là-bas je me suis réveillé avec la lumière du soleil se glissant à travers de hautes fenêtres. Le bruit de la circulation en bas était distant comme le bourdonnement d'un nouveau rythme me trouvant. J'ai commencé mon nouveau travail dans une fondation d'art communautaire le lundi suivant. Le bureau était petit mais plein de couleurs. Il y avait des peintures d'artistes locaux et des étagères remplies de livres donnés. Mes collègues étaient gentils d'une manière calme et naturelle. Pendant le déjeuner l'un d'eux a demandé d'où je venais. Pour la première fois je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer ma famille ou mon passé. Du Nevada, ai-je dit simplement. Mais je pense que j'ai enfin trouvé ma place. Le soir Colton et moi marchions le long de la rivière. Nos mains s'effleuraient pendant que les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau. Parfois il me demandait comment je me sentais et je lui disais la vérité. Plus légère et plus calme. J'apprenais encore ce que signifie vraiment la paix. D'autres fois nous ne parlions pas du tout. Nous regardions juste le ciel passer de l'or à l'indigo en nous contentant de ce genre de silence qui guérit au lieu de blesser. Une nuit alors que nous nous tenions près du pont j'ai réalisé que le silence ne ressemblait plus à une punition. Il était devenu une frontière entre qui j'étais et qui je refusais d'être à nouveau. Les appels s'étaient arrêtés c'est vrai. Mais la culpabilité aussi. La douleur dans ma poitrine était plus douce maintenant. Elle s'était transformée en quelque chose de presque tendre. J'ai pensé aux mots de tante Marjorie qui résonnaient encore après toutes ces années. Tu formeras ta propre famille un jour. J'ai souri intérieurement parce que je l'avais enfin fait. 6 mois après le mariage la paix ressemblait enfin à un foyer. Le chaos qui m'avait autrefois suivi comme une ombre avait disparu. Il avait été remplacé par le rythme tranquille d'une nouvelle vie à Portland. Notre appartement était petit mais lumineux. Il était niché au-dessus d'une librairie qui sentait le papier et la pluie. Chaque matin la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Elle se posait sur le plancher en bois en de douces traînées dorées. Colton préparait du café pendant que j'installais ma table d'art près de la fenêtre où se trouvait toujours un vase de marguerites. La ville à l'extérieur bourdonnait doucement. Elle était vivante mais jamais écrasante. Et pour la première fois depuis des années j'ai ressenti le genre de tranquillité qui ne m'effrayait pas. Mes cours d'art en ligne avaient commencé à se développer. Ce qui avait commencé comme quelques étudiants regardant mes tutoriels de peinture s'est transformé en des centaines d'inscriptions chaque mois. Des gens de partout m'écrivaient pour me dire que mes leçons les aidaient à se sentir calmes ou créatifs à nouveau. Leurs mots remplissaient les espaces qui résonnaient autrefois de jugement. J'ai réalisé que j'avais construit quelque chose à moi. Quelque chose qui ne dépendait pas de l'approbation ou de la lignée. Je peignais chaque après-midi jusqu'à ce que la lumière faiblisse. Ensuite je m'asseyais avec Colton pour le dîner. Nous rions de petites choses en construisant notre propre version de la famille. Calme et gentille. Un soir alors que je vérifiais mes emails après les cours un nom familier est apparu en haut de ma boîte de réception. Sienna. Ma poitrine s'est serrée. L'objet était simple. Je suis désolé. J'ai survolé le message pendant un long moment en fixant les mots comme s'ils pouvaient se transformer en quelque chose de plus profond. Finalement je l'ai ouvert. Il n'y avait pas de longue explication ni d'excuse. Juste une seule phrase. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'étais jalouse. J'espère que tu es heureuse. C'était tout. Pas de salutation ni de conclusion. Seulement une honnêteté creuse qui arrivait trop tard. Pendant un instant je ne savais pas quoi ressentir. De la pitié ou du soulagement. La colère qui brûlait autrefois si intensément s'était déjà refroidie. J'ai relu la ligne une fois de plus et j'ai fermé l'ordinateur portable. Ces excuses n'étaient plus à moi de les garder ou de les rejeter. Je les avais déjà dépassées silencieusement d'une manière qu'elle ne comprendrait jamais. Le lendemain matin je suis allé me promener seul. L'air était vif et les arbres le long du sentier du parc scintillaient de la lumière du début de l'été. Des enfants riaient au loin et leur joie résonnait dans la matinée. Je me suis assise sur un banc en pensant à tante Marjorie et aux mots qu'elle m'avait dit quand j'étais enfant.
Je me cachais d'un monde qui ne semblait pas vouloir de moi. La famille, c'est ceux qui sont présents. Pas ceux qui exigent le pardon et pas ceux qui partagent ton nom de famille. Mais ceux qui restent et qui écoutent et qui te choisissent même quand il n'y a aucune obligation. Quand je suis rentré à la maison, j'ai rouvert l'ordinateur portable. L'email de Sienna était toujours là. Il n'avait été lu par personne d'autre que moi. Je l'ai déplacé vers la corbeille sans hésitation puis j'ai vidé le dossier. Regarder le message disparaître m'a donné un étrange sentiment de paix. Comme si j'avais enfin desserré une partie de moi-même que je ne savais pas encore accrocher. Cette nuit-là après le dîner je me suis tenu près de l'étagère où reposait notre photo de mariage. Dessus Colton et moi rions. Nous ignorions que le monde autour de nous allait bientôt s'effondrer et se reconstruire sous une meilleure forme. L'éclat sur nos visages n'était pas une question de perfection. C'était une question de choix. J'ai touché le cadre légèrement et j'ai murmuré « J'ai construit ma propre famille ». Les mots semblaient stables comme un vœu accompli. Alors que j'éteignais les lumières et que je marchais vers le lit, j'ai réalisé que le bonheur ne semblait plus emprunté ou conditionnel. Il n'était pas lié à de vieux noms ou à des liens brisés. Il vivait tranquillement dans la lumière du soleil matinal. Il vivait dans le son des pinceaux contre la toile et dans les rires partagés lors des dîners tardifs. J'avais appris que la paix n'était pas quelque chose de donné. C'était quelque chose de fabriqué et de protégé et de choisi.